Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. On appelle le paradoxe de Ruskin. C'est un homme qui avait fait fortune et il prend un bateau pour rentrer voir sa famille. Et il prend toute sa richesse sur lui, un sac d'or. Il a une bourse avec de l'or. Et le bateau, il coule. Alors quand il voit ça, il accroche sa bourse d'or à sa ceinture. Il dit, je vais l'accrocher bien fort parce que sinon je vais perdre mon or. Et quand le capitaine il dit, tout le monde à l'eau, à monter, tout le monde à l'eau, il faut évacuer, ben, il saute à l'eau. Et ben il peut plus nager parce qu'il a trop d'or et il coule. Et donc moi ma question c'est, est-ce que c'est l'homme qui possède l'or ou c'est l'or qui possède l'homme? Novembre 2006, dans le nord de l'île indonésienne de Sulawesi. La colère des villageois a envahi la plage. Ils s'opposent farouchement à la mise en exploitation d'une mine d'or à Tokatindung, tout près de leur maison et de leur lieu de pêche. Personne ne les écoute, il ne leur reste que le désespoir. Les gens d'ici ne sont pas d'accord pour que cette entreprise fasse quoi que ce soit dans cette mer. Non, nous ne sommes pas d'accord. Peu importe ce qu'ils font, nous les en empêcherons. Le poste de sécurité de la plage ne résiste pas bien longtemps. La police, prudemment, n'intervient pas. Depuis 3 jours, les bateaux des pêcheurs bloquaient la baie pour empêcher les industriels de débarquer une usine complète de traitement de l'or. Mais en ce dimanche matin, pendant que les villageois étaient à l'église, le bateau a une nouvelle fois tenté d'accoster. On ne veut pas qu'un bateau rentre. Si un bateau rentre, on y mettra le feu. On l'attend ce bateau. S'il rentre, on y met le feu, d'accord? Furieux et déterminés, ces villageois. Mais face à eux, il y a des fusils. Les policiers sur le bateau nous ont dit, vous voulez qu'on tire? Ils nous ont dit, dégagez, dégagez, dégagez. J'ai dit, tirez si vous voulez. Mais on bougera pas d'ici. Parce que c'est chez nous ici. Il n'y aura heureusement pas d'affrontement ce jour-là. C'était il y a 4 ans. Le combat des villageois se poursuit. Ils ne sont pas les seuls à s'indigner devant un tel projet. Les effets seront dévastateurs, destructeurs. Catherine est allemande. Elle vit en Indonésie depuis 18 ans. Anthropologue, passionnée de nature, elle anime un centre de plongée installé sur la plage paradisiaque de Pulisan. Pour elle, la mine d'or est clairement une menace. Oui, ce sera dévastateur. Pas seulement pour le tourisme, mais aussi pour l'économie de la province en général. Parce que les 3 principaux piliers de cette économie, c'est le tourisme, la pêche et l'agriculture. Le tourisme sera atteint avant tout en termes d'image, parce que le monde entier sait très bien qu'une région où l'on extrait de l'or perd beaucoup de son attractivité. Et les autres effets concerneront plus directement la nature elle-même, parce que tout l'environnement va être concerné. S'ils décident, par exemple, de rejeter leurs déchets en mer, eh bien l'océan sera pollué et contaminé.
La mine de Tokatingdung se trouve à environ 35 km au nord-est de Manado, la capitale du Nord-Sulawesi. C'est un des plus beaux endroits du monde. Un site exceptionnel de biodiversité qui a permis la mise en place de plusieurs réserves naturelles. Dans ce paradis entre ciel et mer, 18 000 pêcheurs traditionnels vivent décemment de leur activité. Ils sont fiers de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. La région vit également de l'agriculture et du tourisme. Le détroit de Lembe, connu pour sa faune exceptionnelle, attire les plongeurs du monde entier. C'est cette harmonie qui se trouve aujourd'hui menacée. C'est ici, dans cette baie à 3 km de la côte, que les responsables de la mine avaient prévu de rejeter des déchets hautement toxiques. Ils étaient supposés rester sur le fond de l'océan. Mais les biologistes marins et les océanographes internationaux se sont fermement opposés à cette solution. Pour eux, les très forts courants locaux auraient immanquablement fait remonter ces résidus qui auraient donc contaminé la chaîne alimentaire. Le détroit de Lembe est un lieu mythique du fait de ses fonds marins peuplés d'espèces rares et étranges. Plongeurs et photographes viennent des 4 coins de la planète y tremper leurs palmes, à la rencontre d'anténaires, d'hippocampes pygmées géants, de nudibranches, de poulpes à anneaux bleus, de poissons-feuilles, d'uranoscopes, de baudroies géantes et à poils, de Pégasus et autres rhinopias. Denise et Gerhard viennent tous les ans d'Allemagne pour profiter des merveilles sous-marines du détroit. Ils seraient très tristes d'être un jour obligés d'aller plonger ailleurs. Les effets de ce poison seraient fatals pour la nature. Je crois que ce beau monde sous-marin serait vraiment menacé, comme l'espace de vie des hommes et celui des poissons qui vivent ici. Je pense que le gouvernement indonésien et les propriétaires des mines doivent vraiment veiller à ce qu'aucun dégât durable ne soit infligé à l'environnement. Sinon, il vaudrait sans doute mieux abandonner ce projet le plus vite possible. Il n'y a pas que les touristes qui s'inquiètent dans ce petit coin d'Indonésie. Ici, on sait parfaitement les ravages que provoquent les mines d'or. La première mine d'or à grande échelle a été ouverte dans la région de Buyat, au sud-est de Manado, à environ 4 heures de route de cette ville qui est la capitale provinciale. Cette mine d'or était exploitée par la compagnie Newmont Indonesia, qui est une société américaine. D'ailleurs, depuis, elle a été fermée à cause de ses effets dévastateurs sur l'environnement. Ils avaient rejeté leurs déchets en mer et maintenant encore, les gens de cette zone, autour de Buyat, souffrent énormément. À Buyat même, par un petit matin de juin 2006, il faut évacuer la quasi-totalité du village. 66 familles partent en emmenant tout ce qu'elles peuvent pour être relogées à une centaine de kilomètres de là. L'affaire avait éclaté 2 ans auparavant. Une épidémie de maladies cutanées et neurologiques avait mobilisé le ministère indonésien de l'Environnement. Les scientifiques envoyés sur place découvrent des traces d'arsenic et de mercure dans les eaux de la baie, à l'endroit même où la compagnie américaine Newmont rejette ses déchets. L'État indonésien assigne alors la compagnie en justice en lui réclamant près de 150 millions de dollars. Mais Newmont nie toute responsabilité et soutient que les maladies sont la conséquence d'une mauvaise hygiène et de la pauvreté. La procédure durera 21 mois. Et très vite, Newmont menace de revoir ses investissements en Indonésie si la compagnie est reconnue coupable.
L'argument fait mouche, la compagnie minière est innocentée. Elle laisse derrière elle des larmes, un village dévasté et désormais désert. Beaucoup de gens sont morts de tumeurs, de maladies névralgiques, de cancers. Et il y a eu tant de fausses couches. Tout a été caché, mais à long terme, tout le monde y a perdu. Il n'y a pas que des perdants autour des mines d'or. C'est à 12 000 km de là et dans un tout autre monde que se fixe le prix de cet or qui attise tant de convoitises et menace les fonds marins du Nord Sulawesi. Le 8 novembre 2010, alors que la Banque centrale américaine annonce son intention d'injecter 600 milliards de dollars pour soutenir la croissance, l'once d'or, 31 grammes, dépasse 1 400 $, un record absolu. Chaque jour, sur la place de Londres, s'échangent en moyenne 485 tonnes d'or. C'est ici que se détermine 2 fois par jour le cours de l'or. Depuis les années 70, l'ambiance est un peu différente, mais le mécanisme a très peu changé. 10h20, la Cité. Les représentants des 4 vieilles maisons spécialisées dans le négoce de l'or, Johnson Matthey, Mokata & Goldsmith, Samuel Montagu, Sharps Pixley, quittent leurs établissements respectifs pour se rendre chez Nathanmeyer Rothschild, courtier agréé de la Banque d'Angleterre, où se tient depuis le 12 septembre 1919, 2 fois par jour, la séance du fixing. Aujourd'hui, les 5 membres de ce fixing sont Deutsche Bank, Barclays, Bank of Nova Scotia, HSBC et nous, Société Générale. Ils se réunissent toujours 2 fois par jour, mais chacun depuis sa salle des marchés. Ils informent en temps réel leurs propres clients des variations du cours en fonction de l'offre et de la demande des barres d'or de 12,5 kg. Si le nombre de barres à acheter est le même que le nombre de barres à vendre, à ce moment-là, le prix est correct pour cette journée, pour ce fixing, et le prix est fixé. Vous voulez acheter 150 kilos? Si en revanche, le nombre d'acheteurs est beaucoup plus élevé que le nombre de vendeurs, à ce moment-là, on va remonter le prix jusqu'à ce que ce soit équilibré. Donc ça peut durer un certain temps, en général c'est entre 5 et 10 minutes. Voilà, l'offre équilibre la demande. Le cours mondial de l'or est fixé à 41,45 $. Il est 10h50. C'était il y a 40 ans. Depuis, le prix de l'once a été multiplié par 40. Il y a évidemment là de quoi aiguiser les appétits à travers le monde. Quitte à bouleverser l'économie d'une région ou à mettre en danger sa population et son environnement. À Rinondoran, aujourd'hui, le poste de sécurité a été reconstruit par les propriétaires de la mine. Il y a même un quai désormais et 7 km de route à travers la jungle pour relier la mer aux 40 000 hectares de la concession, définitivement perdus pour l'agriculture et la forêt. Archipelago Resources, société australienne, opère ici à travers sa filiale indonésienne MSM. Les responsables refusent de répondre à toute question. Les autorités indonésiennes les protègent. Ici, il est interdit de filmer. Les seules images officielles de la mine datent de 2007. C'était une journée portes ouvertes organisée afin de rassurer les populations après une coulée de boue amplifiée par la déforestation. Mais depuis, l'entrée de la mine est interdite à toute caméra. Les seules informations disponibles sont celles de l'entreprise elle-même sur son site internet. Archipelago Resources est coté sur le second marché de la Bourse de Londres et n'a encore jamais extrait d'or. À Tokatindung, sa concession renferme environ 50 tonnes d'or qui seront extraites en 8 ans grâce à 5 puits à ciel ouvert. Pour isoler l'or, la compagnie a choisi un procédé classique qui nécessite d'utiliser du cyanure. C'est un réactif très toxique et ses dérivés de dégradation le sont aussi. Pour obtenir 3 grammes d'or, il faudra broyer et traiter chimiquement 1 tonne de minerai. La compagnie prévoit d'abandonner sur place plus de 100 millions de tonnes de déchets,
dont 20 millions de résidus cyanurés, chargés également d'arsenic et de mercure. Une catastrophe annoncée pour toute la région. Il existe pourtant des procédures de bonne conduite applicables à toutes les mines d'or du monde, en particulier un code international de gestion du cyanure. Hélas, ni Archipelago ni MSM n'en sont signataires. Inacceptable pour la population qui dénonce une gigantesque opération de corruption et les petits arrangements entre Archipelago et le gouvernement central. Des arrangements qui ont poussé Jakarta à annuler les interdictions d'exploiter cette mine émises par des autorités régionales. Autrement dit, à l'autoriser. L'Indonésie est un des pays les plus connus dans le monde en matière de corruption. Les sociétés à la recherche d'un profit immédiat espèrent toujours qu'elles s'en sortiront dans un pays comme l'Indonésie, parce qu'il leur sera toujours possible de distribuer des pots de vin. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Tokatindung. Parce qu'à l'origine, ils voulaient s'appuyer sur un permis les autorisant à effectuer des rejets en mer. Un permis qui avait été annulé depuis longtemps et qui avait été accordé à une autre compagnie. Mais ça, les habitants de la région ont été en mesure de s'y opposer et d'éviter cela. Notre position, la position du peuple, est claire. C'est avec fermeté que nous rejetons MSM. Avril 2007, Manado, la capitale du Nord Sulawesi. Nouvelle manifestation. Revoldi Koleangan est le directeur exécutif de l'Alliance du peuple contre la mine à Malta. Pas de visa pour les équipes étrangères qui s'intéressent à la mine de Tokatindung. Lui, il est surveillé en permanence, menacé, mais il se prête volontiers aux seules formes d'interview possibles. Oui, nous avons créé le projet Amalta après le courrier d'information que nous avons envoyé aux populations concernées par le projet. Le 18 septembre 2005, nous avons tenu une grande réunion et nous avons décidé de nous organiser. À l'heure actuelle, Amalta compte plus de 27 000 membres, répartis dans 7 départements du Nord Sulawesi. À cette époque, en 2007, le gouverneur du Nord Sulawesi, très sensible aux enjeux environnementaux, soutient Amalta et la population de la région dans leur lutte contre MSM. Mes chers frères, vous vous opposez à l'opération minière de la MSM. Mes chers frères, depuis le début, je m'oppose à cette opération minière. Je m'oppose parce qu'une grande partie de la population s'oppose à cette opération minière. J'aime mon peuple. Je vous aime, mes chers frères. Cette mine n'est pas la seule source de prospérité de Sulawesi Nord. Depuis, il a changé d'avis. Il ne s'oppose plus à la mine. Pourtant, il avait raison en 2007. La région n'a économiquement pas besoin de ce site qui ne créera qu'une centaine d'emplois locaux. Et l'or de Tokatindung ne restera sûrement pas sur place. On estime que depuis l'Antiquité, 165 000 tonnes d'or ont été extraites des profondeurs de la Terre, dont environ 70% depuis 1950. Environ un tiers de cet or aurait été perdu. Un autre tiers est conservé sous forme de bijoux et d'objets d'art. Le reste est aujourd'hui thésaurisé par les États et les particuliers. Les Français, à eux seuls, détiendraient entre 3 000 et 5 000 tonnes d'or sous forme de pièces et de lingots dans leur bas de laine. Si on fondait tout l'or du monde en un seul et unique bloc, on obtiendrait un cube d'environ 20 mètres de côté.
L'or est une matière première unique. C'est la seule produite en vue d'être accumulée. Les autres le sont pour être consommés. L'or a donc une vie très particulière. Pendant longtemps, ça a été une matière première. Disons, deuxième moitié du XXe siècle, c'est une matière première. En fait, il s'endort en 1981 en France après la fin des chocs pétroliers. Les taux d'intérêt augmentent, l'or s'endort et ça n'est plus qu'une matière première pour la joaillerie, pour la bijouterie, etc. Et la plupart des analystes, jusqu'à très récemment, et même encore maintenant, le considèrent exclusivement comme une matière première. Bon, mais on s'aperçoit aussi que ça n'est plus vrai, puisque là, récemment, l'or mène sa propre vie tout seul. Son cours s'envole en euros, en dollars, peu importe que le dollar paraisse tout d'un coup plus fort ou plus faible. Donc je dirais que l'or est en train de redevenir une monnaie. Comme en 1944. Au moment des accords de Bretton Woods, les États-Unis détiennent les 3/4 des réserves en or de la planète. Les parités des monnaies sont alors fixées par rapport à un étalon, qui est l'or, 35 $ pour une once d'or. Mais en 1971, le stock d'or américain diminue à vue d'œil. Et craignant de se voir réclamer la contrepartie en or des dollars en circulation, le président Nixon dénonce la convertibilité or du dollar. C'est la fin de l'étalon or. Depuis, c'est la pagaille sur les monnaies. Et l'or vit sa vie. Le prix de l'once a doublé en 4 ans et gagné 30% l'an dernier. L'or est redevenu rassurant. Et les vrais motifs, enfin les motifs profonds de la hausse actuelle de l'or, c'est essentiellement la perte de confiance dans le système financier et monétaire mondial. Donc l'or redevient une valeur refuge. C'est très intéressant de voir qu'au moment de l'éclatement de ce que nous on appelle la crise dite des subprimes, la valeur refuge première, c'est le dollar. Ensuite, on s'aperçoit qu'on imprime beaucoup de dollars pour faire des relances, des machins, on nationalise beaucoup d'entreprises, et donc l'or se remet à monter. Et là, dans ce que nous on appelle la crise 2, c'est-à-dire la crise de la dette souveraine, où le doute plane sur la capacité des États à rembourser leurs emprunts, là, c'est plus le dollar qui devient une valeur refuge. C'est clairement l'or qui est devenu la seule valeur refuge. Pendant que les riches spéculateurs cherchent à se rassurer dans des achats massifs d'or, les pêcheurs d'Amalta remportent une première victoire. Le ministère indonésien de l'Environnement a la sagesse de refuser le plan initial, qui était de déverser les résidus miniers dans la mer. Mais le stockage sur Terre de ces déchets empoisonnés présente aussi de graves dangers. Dans la région, l'activité volcanique est intense, les tremblements de terre fréquents, et les inondations aggravées par la déforestation de la zone minière, souvent catastrophique. Directement menacé par d'éventuelles infiltrations, tout à côté de la mine, il y a le parc de Tangkoko. Il abrite de très nombreuses espèces protégées, voire menacées, comme ces macaques noirs. Ou encore les plus petits des primates, les tarsiers. Apparu il y a 45 millions d'années, il fascine les touristes du monde entier. Spielberg s'en est inspiré pour le personnage de E.T. Ils ne sont plus que quelques centaines entre les Philippines et l'île de Sulawesi. Autre source d'inquiétude pour la population, l'eau. L'or est une des industries les plus gourmandes en eau. Pour extraire 1 gramme d'or, il faut 50 tonnes d'eau. Les nappes phréatiques qui alimentent les habitants de la région ne sont pas inépuisables. Entre les permis délivrés, puis contestés, puis retirés, puis réattribués, dans les deux camps, les hostilités continuent. La fièvre monte en même temps que le cours de l'or. Du côté de MSM et Archipelago, toujours plus d'intimidation et de manipulation. Du côté des opposants, manifestations et actions en justice. Ces dernières années, quand les gens du voisinage de la mine ont obtenu des succès dans leur résistance, quand ils ont réussi à s'opposer à ce projet industriel, la mine a continué à se défendre.
mais seul. C'en est arrivé à un point, au plan international, où les banques, qui à l'origine avaient accepté d'investir dans ce projet, sont revenues sur leurs engagements, à cause de l'intervention des gens. Ça, c'est une victoire pour les opposants indonésiens à la mine. Sous la pression des manifestations, harcelés par les ONG qui les rappellent aux obligations éthiques auxquelles elles ont souscrit, certaines banques, dont de grandes banques françaises, se retirent de l'actionnariat d'Archipelago. La compagnie, exsangue, émet de nouvelles actions. Début 2010, la société indonésienne Raja Wali devient son actionnaire majoritaire. Son fondateur, Peter Sondak, apparaît alors comme le sauveur d'Archipelago MSM et il relance le projet de Tokatindung. C'est un homme très riche et qui a aussi une très grande influence politique à Jakarta. Il n'y a rien à ajouter. Peter Sondak sait se faire des amis. Le gouverneur, qui saluait il y a encore quelques mois ses frères en lutte contre la mine, se fait désormais très discret. L'Alliance, elle, continue à se battre. Elle assigne en justice le ministère de l'Environnement qui a délivré un permis d'exploiter qu'elle estime illégal. Des plaintes sont déposées auprès de la KPK, la commission anticorruption, contre certains hauts fonctionnaires. En attendant le jugement, MSM ne peut, en principe, pas opérer. Pourtant, le début de l'exploitation est toujours annoncé pour mars 2011. N'oublions pas, le cours de l'or a désormais dépassé les 1400 $ et le monde en veut toujours plus. Retour à Londres, au Conseil mondial de l'or. Cet organisme regroupe les plus importantes compagnies minières du monde. Il observe de près les variations du marché de l'or. Dans ses bureaux de Old Broad Street, au cœur de la City, on savoure la hausse insolente des cours et l'enrichissement quasiment sans risque des membres de ce syndicat patronal. C'est vrai que l'or est surtout une matière première. Ça n'est pas une obligation ou un titre. C'est vrai pour tous les métaux. Les éléments pour comprendre l'or et les autres métaux n'ont rien à voir avec les rendements financiers. C'est lié à l'offre et à la demande. Et sur cette base, l'or est très attractif parce que la production décline à long terme. Les découvertes de gisements se raréfient, donc la tendance est à la baisse de l'offre. Et dans le même temps, vous avez une demande forte en bijouterie dans les pays d'Asie. Pensez simplement, pendant la crise du crédit, la demande indienne ou chinoise a continué à grossir et les gens sont devenus de plus en plus riches, contrairement à l'Occident où la récession a frappé. Ce qui a soutenu le marché de l'or, c'est la bijouterie en Asie. À Londres même, dans le quartier indien, les bijouteries ne se comptent plus. L'Inde est le premier consommateur d'or au monde, avec 440 tonnes en 2009, rien que pour la bijouterie. Le patrimoine privé sous forme d'or y est considérable. La saison des mariages en Inde, de novembre à mars, influe de manière non négligeable sur la demande d'or au niveau mondial. Dans notre tradition indienne, on achète de l'or pour offrir. Ça porte chance. Pour commencer une nouvelle vie, pour des fiançailles, un mariage, en fait pour toute occasion. C'est dans notre croyance, on offre de l'or. Face à une demande toujours croissante, la Banque centrale indienne a acheté en 2009 200 tonnes d'or au FMI pour fournir le marché de la bijouterie. Dans le monde, la demande d'or en 2009 s'est établie à 3400 tonnes. Plus de 50% pour la bijouterie, 11% pour les applications industrielles et dentaires, et le reste en forte hausse, près de 40% pour l'investissement. Mais le problème, c'est de le trouver cet or. Il y en a beaucoup ici, dans les coffres du Trésor américain, mais il n'est pas forcément à vendre. Washington préfère garder ses 8000 tonnes de réserves bien au chaud. C'est le plus gros stock du monde, presque le quart des réserves de toutes les banques centrales. La Banque de France ne se classe pas trop mal dans ce palmarès, 5e avec 2435 tonnes. Mais la demande ne cesse d'augmenter.
de la part de certains pays de plus en plus méfiants vis-à-vis du dollar, comme la Chine. Elle est le premier producteur d'or au monde, mais elle veut multiplier les réserves de sa banque centrale par 6, et sa production n'y suffit pas. Alors elle se précipite sur tout l'or à vendre, comme beaucoup d'autres. Effectivement, les banques centrales sont à court d'or, d'environ 400 tonnes par an. Elles avaient l'habitude d'en vendre 450 tonnes, elles en vendent à peine 40. Et elles sont même parfois acheteuses. Il y a donc eu un renversement de tendance complet de la part des banques centrales, ce qui a été indéniablement positif pour le marché. Donc de l'or, il n'y en a pas pour tout le monde. Ça n'est pas nouveau, mais ce qui l'est, c'est que les réserves connues dans le monde sont estimées à moins de 22 000 tonnes. Au rythme d'extraction actuel, il n'y en a plus que pour 10 ans. Ces dernières années, la rentabilité des mines d'or s'est très fortement dégradée. Les coûts augmentent d'environ 15% par an, notamment celui de l'énergie, mais aussi celui des produits chimiques ou les salaires. Direction Salsigne, à côté de Carcassonne. C'était la dernière mine d'or française. Elle a dû fermer en 2004, d'abord parce qu'elle n'était plus rentable, mais aussi à cause de la pollution. Le site, aujourd'hui en réhabilitation, est toujours sous surveillance. Une tâche confiée en France au Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, qui opère pour le compte de l'État. Descendre encore un peu. On va bientôt s'arrêter. Bon ben voilà, c'est parfait ici. Bon voilà. Pourquoi la mine a fermé? C'est pour deux raisons. C'est effectivement des problèmes environnementaux et surtout le prix de l'or sur les cours internationaux était très très bas, donc manque de rentabilité. Et donc c'est sûr que le profit est quand même la pièce maîtresse dans ce métier. C'était la dernière, l'unique, la seule, la mine d'or française de Salsigne dans l'Aude ferme ses portes aujourd'hui au terme d'une exploitation qui a tout de même duré 2000 ans puisque ce sont les Romains qui ont découvert le filon. L'exploitation industrielle, elle, date plus sérieusement de 1909. Un siècle plus tard, la pollution du site est réelle, vous allez le voir. Il y avait peu d'or finalement à Salsigne, mais beaucoup de déchets. À Salsigne, certains pensaient rouler sur l'or. Il croule désormais sous la pollution. Ici, des minerais toxiques entreposés il y a 60 ans. Depuis, dans ce paysage lunaire, plus rien ne pousse. On a de l'arsenic, on a du cuivre, on a du plomb, on a du zinc, beaucoup de métaux qui sont présents sur le site minier de Salsigne. Et tout ça à l'air libre. Et tout ça à l'air libre, sans aucun traitement. Des efforts considérables ont été faits pour diminuer la pollution, mais chaque année, c'est plus d'1 tonne d'arsenic qui se déverse dans cette rivière, l'Orbiel. De nombreuses zones doivent encore être dépolluées. Il reste plus d'1 million de tonnes de déchets sur les 50 hectares du site. Des empoisonnements par l'eau potable ont été signalés dès 1965. Quelques années plus tard, un nombre anormalement élevé de cancers du poumon est détecté à l'hôpital de Carcassonne. Mais il faut près de 20 ans pour reconnaître que ces maladies sont la conséquence d'empoisonnements à l'arsenic. Aujourd'hui encore, les légumes de la vallée de l'Orbiel sont impropres à la consommation. Ben voilà les restes de l'exploitation souterraine avec les différents types de wagonnets. Effectivement, je vois que ça c'est pas encore complètement nettoyé, ça va sûrement l'être. Alors il faut souligner qu'à l'époque, quelle était la priorité? C'était la préservation des emplois. Et c'est vrai que dans ces années-là, l'environnement n'était pas encore la priorité pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que la première grande loi sur l'environnement date de 1976, en sachant que dans le domaine minier, c'est à partir des années 90 que vraiment ont été mis en place, je dirais, toutes les bonnes pratiques de la mine moderne. La mine de Salsigne aurait fourni plus de 110 tonnes d'or depuis sa mise en service industriel en 1909. Mais elle en recèlerait encore une trentaine de tonnes. De quoi aujourd'hui attiser quelques convoitises. Il est clair que si l'or montait encore, on pourrait reconsidérer le redéveloppement de certaines mines d'or en France et également de retraiter
des anciens tas de résidus qui en fait conservent encore beaucoup d'or. Donc ça vaudrait le coup, puisqu'il n'y a même pas les broyés, ils sont déjà tout fins, donc il suffirait de les cyanurer pour produire de l'or. En sachant que quand même les contraintes environnementales font que ça sera, je dirais, très difficile en termes d'acceptabilité par le public, vraiment être sûr qu'il n'y a pas d'impact potentiel. Les grandes compagnies minières n'ont pas toujours ce genre de scrupules. Elles préfèrent souvent se servir en matières premières dans les pays en voie de développement, où la main-d'œuvre est meilleur marché, les organisations écologistes plus faibles, les règlements plus flous et la législation moins contraignante. Mais cet appât du gain ne concerne pas que les géants du secteur. Retour à quelques kilomètres de Tokatindung, en Indonésie. Encouragées elles aussi par la flambée des cours de l'or, de petites mines artisanales et clandestines comme celle-ci se multiplient autour du gisement. Le phénomène est mondial et écologiquement très dangereux. Ici, l'utilisation de cyanure, mais aussi de mercure, se fait sans aucune précaution et sans aucun contrôle. Ces petites mines artisanales alimentent elles aussi les fleuves d'or en fusion dans le monde. Et pour les militants d'une cause totalement nouvelle, celle de l'or juste ou équitable, c'est peut-être paradoxalement là que réside l'avenir de ce métal. On n'en a pas besoin de l'or. Pour le mettre autour du cou, au fond d'un coffre, on n'en a pas besoin. Par contre, il y a 15 millions de mineurs et qui font vivre 100 millions de personnes qui en ont besoin pour vivre et qui en vivent. Et eux ne produisent que 10% de l'or mondial. Ce qui veut dire que les grands groupes miniers n'emploient que 10% de la population et produisent 90% de l'or minier mondial. Donc il y a un déséquilibre énorme. En plus, cet or artisanal qui est extrait par des artisans mineurs l'est fait de manière très rudimentaire et manuellement. Donc on peut dire que la valeur d'un lingot d'or qui est vendu par cet artisanat minier va rester dans le pays qu'il produit. Tandis que la valeur d'un lingot d'or produit par une grande mine, où tout est importé, que ce soit le management, les matières premières, les investissements, et où 80 à 90% des dividendes ou des bénéfices sont exportés sous forme de dividendes, mais il y a très peu de choses qui restent. Patrick Schein connaît très bien cette mine au sud du Pérou. Une mine artisanale comme il les aime. Bienvenue à Santa Filomena, à la Sotrami, la Société des travailleurs des mines. Dans ce désert de poussière, à près de 3000 mètres d'altitude, les visiteurs sont rares, mais ils sont toujours les bienvenus. Y compris pendant la réunion hebdomadaire des mineurs. Rien à cacher. Bonjour à tous. À partir de la semaine prochaine, les casques anti-bruit seront obligatoires, ainsi que les lunettes de protection. Pour ce qui est de la sécurité, il n'y a pas que le chef de groupe ou l'ingénieur qui en soit chargé. C'est la responsabilité de tous. Ne pensez pas que c'est quelque chose que l'on doit faire à la va-vite, car c'est là que les accidents se produisent. La Sotrami est née en 1989 à l'initiative d'anciens mineurs clandestins. Ils se sont regroupés en coopérative et ils ont fait le long chemin de la légalisation pour obtenir une concession officielle de l'État péruvien. À ce jour, la Sotrami est détenue par 168 coactionnaires. Le Pérou est le 5e producteur d'or à l'échelle mondiale, avec 180 tonnes en 2009. La mine de Santa Filomena, avec ses 115 kilos annuels, est un petit joueur. Mais il y a ici une chose que les autres mineurs du monde n'ont pas toujours, c'est la fierté. Je suis membre, actionnaire de la Sotrami. Je suis aussi propriétaire de la concession et de tout ce que nous acquérons avec l'entreprise. Luis est le motoriste de la mine. Il n'est plus tout jeune, alors il ne descend plus au fond. Mais son rôle est essentiel. C'est le cœur de la mine. C'est le cœur de la mine.
Maintenant, je vais démarrer. Ça va faire beaucoup de bruit. Écartez-vous. Au fond, c'est bien plus dur. Mais cela dit, de nos jours, c'est plus facile. C'est plus comme avant. Maintenant, il y a des changements. On travaille avec des machines électroniques. Avant, nous devions travailler avec nos propres mains, à la masse et aux forêts. Et on changeait tout sur notre dos. C'est encore très dur. 30 minutes de descente périlleuse, à pied, pour arriver à moins 800 mètres et très peu de machines. Regardez, c'est la veine qu'on extrait. C'est là que se trouve l'or. Ça, c'est le minerai. C'est de là qu'on extrait l'or. Grosso modo, il y a 1 gramme. 1 gramme par sac de minerai, plus ou moins. Par tonne, il y a environ 1 once d'or. Le minerai qu'on extrait, on le sélectionne et on l'emmène à la station de traitement. Là-bas, il est traité avec un procédé au cyanure et au charbon. Inévitable cyanure. Une fois le minerai extrait, il est concassé, finement broyé et comme à Tocantindung, dissous dans du cyanure. La matière obtenue, du charbon actif chargé de particules d'or, est envoyée dans une fonderie à Lima, qui isole l'or et le revend selon le cours. À 1 400 $ l'once en ce moment, dont 1000 environ reviennent à la Sotrami. Du coup, le salaire moyen ici, c'est 300 € par mois. Beaucoup plus que le salaire moyen péruvien. Avec en plus une assurance maladie et une caisse de retraite. Et les actionnaires propriétaires se sont également organisés pour que le second tri, traditionnellement dévolu aux femmes, soit un peu humanisé. 65 d'entre elles se sont regroupées en association. Les palaqueras ont un travail pénible, mais plus digne qu'ailleurs. Elles ont un contrat, un salaire et une protection sociale. Il faut ramasser tout ce qu'ils jettent, les pierres. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, ici et là-haut également. Parce que la plupart des hommes travaillent à l'intérieur, dans la mine. C'est dangereux. On porte un foulard pour nous protéger de la poussière, le casque, les vêtements, pour nous protéger d'une certaine façon. Le village a été créé par les mineurs eux-mêmes. Il est tout neuf. Ils habitaient auparavant à proximité des sites de traitement, à quelques kilomètres de là, mais ils s'en sont éloignés pour éviter tout risque de contamination. Aujourd'hui, 3000 personnes vivent à Santa Filomena. Toutes dépendantes de la Sotrami, bien sûr. C'est elle qui a mis en place les aires de jeu, un ramassage des ordures, qui a installé l'électricité et organisé des navettes avec les villes de la vallée. Ça n'est pas bien riche évidemment, mais c'est un immense progrès par rapport aux maisons en terre d'antan. À Santa Filomena, l'or a fait des heureux. On voit que pour l'or, il y a une grande demande. Les gens acquièrent beaucoup d'or. C'est pour ça que le prix augmente. Comme tous les mineurs, Louis suit attentivement les cours de l'or. Mais le métal jaune ne l'a jamais rendu fou. Il sait simplement qu'il lui permet de vivre et il ne rêve que de progrès pour lui, les siens et ses compagnons. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est ce qui nous manque le plus à Santa Filomena. Et ce qui nous manque le plus, ce qui est le plus important, le plus vital pour notre santé, pour nos vies, c'est l'eau. L'eau a un coût ici. Et elle est peut-être presque aussi précieuse que l'or. À Santa Filomena, il y a autre chose encore. Cette solidarité entre mineurs, femmes de mineurs, actionnaires ou pas. L'argent des uns, les prêts des autres ont ainsi permis à Isa Torisla de monter une petite pension de famille et à son mari
de couler une retraite tranquille. Je me suis installée ici pour l'aider. J'étais trieuse au début et je faisais à manger pour lui. Puis après, j'ai ouvert ma pension. Oui, maintenant ça va mieux. Mes enfants étaient petits, j'ai pu leur donner une bonne éducation. À Santa Filomena, il n'y a pas que les enfants d'Isa qui sont scolarisés. Ici, l'école est obligatoire pour tous et Julio César Melgar ne badine pas avec la discipline. Il sait que ce petit village vit un véritable miracle. Depuis 2004, plus un seul enfant ne travaille dans ou autour de la mine. Le minerai exploité par les pères suffit pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc les enfants n'ont pas besoin de travailler. Ils gagnent bien leur vie, l'or est de qualité, il y en a assez. C'est pour cela que l'entreprise ne veut pas que les enfants travaillent, pour que leur or soit équitable, pour qu'il ait plus de valeur là-bas. L'expérience de Santa Filomena est soutenue par le Bureau international du travail. La Sotrami est également conseillée par de nombreuses ONG pour élaborer des solutions aux problèmes qui s'opposent encore, particulièrement en matière de stockage des résidus cyanurés ou du mercure. Ici, on tend l'oreille à l'évocation d'un nouveau concept venu de très loin, d'Europe, l'or équitable. Un nouveau marché prometteur est en train d'émerger. Les bijoutiers ont pris conscience qu'il valait mieux acheter un or socialement propre et un peu plus écologique, quitte à l'acheter et à le vendre un peu plus cher à des clients plus responsables. Quand le label or équitable sera au point, l'or de Santa Filomena, clairement identifié, vaudra sans aucun doute quelques dollars de plus. Très loin du Pérou, dans la banlieue d'Anvers, les problématiques environnementales ne sont plus du tout les mêmes. Nous sommes à l'usine Umicore. Ici aussi, on fabrique de l'or, mais de l'or recyclé. Il représente déjà près de 40% de l'offre mondiale. Car l'or est recyclable à l'infini. On peut refondre n'importe quel vieux bijou sans perdre 1 milligramme d'or, mais aussi des déchets industriels. À Umicore, ces débris arrivent par centaines de tonnes. Mais quand on parle d'or, pour nous, c'est par exemple ici que tout peut commencer. Des déchets électroniques qui proviennent du démantèlement d'ordinateurs et d'autres matières électroniques. Des cartes imprimées, comme vous les voyez ici, soit sous forme non broyée ou broyée, peuvent contenir de 30 à 300, 400 grammes d'or par tonne de matière. 1 kilo d'or, ça représente le contenu en or d'environ 50 000 GSM ou téléphones portables. On voit ici quelques cartes, on voit des connecteurs qui vont contenir de l'or, on voit des composants, je dirais, individuels qui vont contenir ces métaux précieux. Là, ce que nous voyons, c'est l'équivalent d'environ 150 kg de sable d'or. L'or sortira sous forme d'or raffiné avec une pureté de 4,9, 99,99%. Soit sous forme de lingot 1 kg ou de lingot 12,5 kg. En grenaille, en lingot, d'une pureté quasi absolue, pas trop polluant à produire, mais pas forcément propre. Voilà, l'or recyclé, tout le monde va dire il va être propre, mais bon, il y a peut-être eu 10 esclaves ou 10 prisonniers de César qui sont morts en l'extrayant. Il vient peut-être descendre des fours crématoires d'Auschwitz ou de Birkenau, vous ne savez pas d'où il vient. Donc l'or propre n'existe pas, non. Par contre, l'or social existe parce que ça fait travailler. Ça fait vivre 100 millions de personnes dans ce monde-là. Contrairement aux mineurs péruviens ou aux métallurgistes d'Anvers, les pêcheurs de Sulawesi ne vivront jamais de l'or de Tocantindung.
Eux-mêmes et leur environnement risquent même d'en mourir. En 2008, Archipelago estimait le coût d'extraction à 328 $ par once d'or. Aujourd'hui, l'once se négocie aux environs de 1400 $. La marge est déjà motivante, mais l'or est en train d'échapper à tout contrôle. Jusqu'où va la folie? C'est tellement difficile à prévoir. Non, mais on pourrait dire 6 000 $, ça peut être 8 000 $, on ne sait pas, mais ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 3 ans, voilà. Les habitants de la région ne pourront pas lutter longtemps contre ces torrents de profit à venir. Le combat est trop inégal. Ce qui est sûr, ce que nous avons compris d'après ce que le gouvernement nous a envoyé, c'est que la mine va fonctionner, de gré ou de force. Donc celui qui va s'y opposer doit s'attendre à avoir des problèmes. L'or qui sortira de Tokatindung, sans doute dès 2011, finira stocké sous forme de lingots dans le coffre-fort de la Banque centrale chinoise, en bijoux autour du cou d'une mariée indienne ou en pièces dans un bas de laine français. Quelques investisseurs étrangers, des hommes d'affaires et peut-être des fonctionnaires indonésiens se seront enrichis au passage. Mais le banquier chinois, la mariée indienne et le rentier français ignoreront toujours les millions de tonnes de déchets empoisonnés abandonnés dans ce petit coin de paradis. Ici, pas de doute, ce sera bien l'or qui aura possédé les hommes.